Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Marianne. Salut. Bonsoir. On va commencer tranquillement, même s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. On va commencer ici par échanger sur le thème de la semaine dernière. Je vous remonte un petit peu ici où on en est. Donc vous savez qu'on est dans un programme qui dure entre 1 an et 1 an et demi, qui est construit en module de 2 mois. On est sur le module de l'intelligence émotionnelle. On avait fait la semaine dernière affronter ses peurs et on a cette semaine comment résoudre 99% des conflits. On a un programme ambitieux ce soir, une promesse ambitieuse. On va voir si on arrive à tenir cette promesse ensemble. Et donc avant de démarrer dans le thème d'aujourd'hui, comme chaque semaine, on discute sur le challenge qu'on a essayé de mettre en place dans la semaine. Donc partage d'expérience ici sur l'essai de visualisation pour transformer les émotions et en particulier pour essayer d'affronter des peurs. Est-ce qu'il y aurait des choses qui se seraient débloquées ou pas dans votre imaginaire, dans la capacité à affronter une situation, et éventuellement si vous avez mis en place une action concrète pour affronter une situation qui était bloquée, qui jusque-là vous faisait peur et que vous auriez réussi à dépasser. Qui a essayé de faire plus de visualisation sur le sujet des peurs? Je sens pas un engagement intense ce soir. D'habitude, vous êtes bons élèves. Mais là, sur le sujet de la peur, peut-être ça vous a fait trop peur. Vous remarquerez que souvent, même si on n'a pas conscience qu'on a peur des choses, on les laisse pour plus tard. Si vous faites un petit check de votre to-do list, vous allez voir souvent qu'il y a un certain nombre de tâches que vous laissez pour plus tard. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins importantes. Parfois, elles sont très importantes, mais vous les laissez pour plus tard. Parce que s'y confronter, d'une certaine façon, est moins confortable que de ne pas s'y confronter. Donc, par définition, cette tâche que je vous ai donnée la semaine dernière, de se dire est-ce qu'on arrive à dépasser un certain nombre de peurs, d'aller les regarder, en soi, déjà, elle demande de sortir d'une certaine façon d'une zone de confort. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas mis en place cette semaine dernière, de le garder dans un coin de votre tête et de poser une action, même une action concrète, de se dire voilà comment, pour que vous goûtiez cette sensation en fait d'avoir affronté quelque chose. Pour ma part, je l'ai vécu, cette affronter les peurs dans le premier module. Dans le premier module, pour ceux qui l'ont suivi, gestion du stress et bien-être, au passage, il est en replay pour ceux qui veulent y assister en replay. On avait, à un moment donné, parlé d'affronter les dragons et on avait listé tous les dragons, toutes les choses qui nous, d'une certaine façon, qui étaient bloquées dans notre to-do list, les choses qu'on avait vraiment envie de réaliser, qui étaient importantes pour nous. Et on peut avoir une liste assez longue de dragons, 30, 40 choses qui sont importantes à réaliser. Et j'ai une expérience qui m'a, pour ma part, marqué, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je traitais un certain nombre de dragons, mais qu'il y en avait certains que je traitais pas, et pourtant quand je regardais la liste, ils étaient très importants pour moi. Et dans mon cas, ces dragons-là, c'était les dragons de la santé. Parce que, en partant du principe qu'on est en bonne santé, toutes les choses, ça pouvait être dentiste, check-up, dépistage, tout ce que vous pouvez imaginer. Ici, j'avais plusieurs de mes tâches, mais je les laissais toujours. Ce sera le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain, éternellement. Et à un moment donné, en identifiant ces tâches, je me suis dit, tiens, en fait, c'est finalement celles qui me font le plus peur. Et je ne m'en rendais pas compte, c'est ça que j'ai trouvé amusant, en fait. En les listant comme ça, je les avais listés de façon très anodine. Mais si j'allais chercher, je les regardais vraiment, je me dis, en fait, parce que, en l'occurrence, bon, tout va bien, donc il ne s'est rien passé, mais et si en faisant ce check-up, et si en vérifiant telle chose, j'avais une nouvelle qui n'est pas celle que j'attendais. Et ça crée en fait chez moi une peur profonde. Et donc c'était beaucoup plus facile de se dire, tant que je ne sais pas, tout va bien, que d'aller se confronter. Donc vous pouvez faire cet exercice aussi en connectant au premier module, de prendre votre liste de choses à faire, notre liste de dragons, et de voir un peu quelle est la tâche à l'intérieur, ou les 2-3 tâches qui d'une certaine façon sont bloquées
Et parce que quand vous les réalisez, pour le coup, j'ai fait les... En fait, je les ai fait il y a un jour où j'étais dans ma pratique, je me suis dit, aujourd'hui, c'est le jour de faire mes 2 plus grands dragons. C'est assez privé, du coup, je vais pas donner le détail de ce que j'ai fait ce jour-là, mais j'ai décidé que ces 2 choses-là allaient être faites le jour même. Je me suis dit, au lieu de les repousser plus tard, etc., d'en faire un programme, allez, aujourd'hui, c'est le jour où je fais les 2. Et dans les heures qui suivent, j'ai fait les 2, ou en tout cas pris rendez-vous pour les 2, parce que c'était des choses de santé, donc j'ai pris des rendez-vous. Et après, j'avais plus le choix d'une certaine façon, comme j'avais déjà pris les rendez-vous. Et la sensation d'avoir dépassé ça était excellente. Ça m'a donné une sensation qu'en fait, quand on s'y confronte, quand on regarde le truc, quand on avance, ça m'a fait beaucoup de bien. Et tout ça est venu de nos discussions et du module 1 qu'on a fait ensemble. Vas-y, Caro. Je peux faire un partage en parlant des dragons. Par contre, il faut juste vous mettre soit un tout petit peu plus vers l'arrière, soit vous approcher un peu plus de la table pour qu'on puisse bien vous voir. Parfait. Le fait de faire le processus pour confronter ces peurs, pour ma part, c'était des petites peurs. Ah, ça s'est coupé. Ah, pardon, j'avais coupé pensant que je coupais mon micro, en fait, j'avais coupé le micro où Caro était en train de parler. Pour faire un résumé, en passant par les petites peurs, enfin, en tout cas, ce que j'appelle petites peurs, c'est celles que j'arrive à nommer assez facilement. Je savais qu'il y en avait une ou deux, mais je pense qu'elles font partie de la même chose, qui était très très grosse. Et le sujet n'était pas les confronter, c'était même de leur donner un nom, ou de lui donner un nom. Et pourtant, j'étais vraiment assez satisfaite d'avoir confronté mes petites peurs, c'était comme un nettoyage. Et au cinéma, un film m'a cristallisé cette peur. Ça a été 2 nuits de cauchemar. Et j'ai pu mettre un nom. En fait, ce que je veux partager, c'est que le fait de l'avoir nommé, c'était... J'écoutais l'atelier, mais intuitivement, je me disais, ouais, mais tant que tu l'as pas nommé, c'est mort, quoi. Comment tu fais? Et de l'avoir nommé, bon, j'ai pas dit que c'était gagné, mais c'est le premier pas. Voilà. Enfin, pour moi. Tu as posé un truc intéressant, c'est nommer la peur. Vous remarquerez que dans beaucoup de films, ils jouent là-dessus. Dans Harry Potter, par exemple, on ne prononce pas le nom de celui qui fait le plus peur. Et il n'y a qu'une personne qui ose citer son nom, qui est Harry Potter, et celui qui s'y confronte et qui le fait disparaître. Et pendant tout le film, Voldemort, je ne sais pas si vous avez tous Harry Potter en tête, donc c'est Voldemort, le grand méchant, mais on ne l'appelle pas Voldemort, on l'appelle... Comment est-ce qu'on l'appelle, Itiong? On dit... C'est lui dont on ne doit pas prononcer le nom. Vous savez qui. Exactement. Et c'est valable pour les choses extraordinaires dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Pour les très très grands, le désir est sublime d'une certaine façon aussi. De la même façon, on ne nomme pas aussi dans certaines religions, on ne nomme pas, il n'y a pas de nom pour nommer Dieu par exemple. Donc il y a cette idée que les choses trop intenses, que ce soit dans la peur ou dans le désir, on ne doit pas les nommer. Parce que sans doute elles se nourrissent du fait de ne pas être nommées. Et donc dépasser ces peurs en leur donnant un nom et en les posant... C'est le début, en effet, pour les regarder. Au moment où on les regarde, elles disparaissent. Et on a peur pour le personnage principal quand il se retourne et qu'il ose se confronter à sa peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez le moment dans Matrix numéro 1 où pour la première fois, il ne fuit pas face à l'agent. Parce qu'on nous a dit depuis le début du film, si vous voyez un agent, courez, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Et à la fin du film, il y a un agent, il décide de ne pas courir. Il se retourne et il regarde l'agent. Et là va commencer la confrontation. Et c'est un moment qui nous fait peur. On se dit, mais il ne devrait pas faire ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La peur, elle imagine un tas de choses. Au passage, on ne nous a donné aucune indication à nouveau sur tout ça. Donc c'est excellent comme rappel et comme réflexion de nommer. À partir du moment où on met un nom, on commence à identifier, à donner une forme définie. On est moins dans l'imaginaire et on peut commencer à avancer. Très bien. Alors, je vais commencer, comme à mon habitude, par vous poser des questions. Et ma première question est, peut-on résoudre 99% des conflits? Est-ce que c'est
juste un titre marketing pour vous faire venir à cet atelier? Ou est-ce que ça a un sens profond de se dire qu'on est capable de résoudre quasiment tous les conflits? Il n'y a pas une bonne réponse. Vous pouvez me dire oui, non, pourquoi, comment. Est-ce que selon votre expérience, on peut travailler sur soi d'une certaine façon, on peut gagner en expérience, gagner en connaissance, gagner en quelque chose qui nous permettrait de résoudre 99% des conflits? Je vous écoute. Il faut le vouloir. Dieter dit il faut le vouloir. C'est un excellent point de départ. S'il y a conflit, il y a deux parties. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut faire 99%, mais on peut essayer sur 100% d'entre eux. On peut essayer sur 100% d'entre eux, ça va être le départ. Et selon toi, une fois qu'on essaye sur 100% d'entre eux, qu'est-ce qui se passe? La probabilité qu'on résolve le conflit augmente. Ok. Sinon, quand on a volonté de résoudre un conflit, je pense qu'on a aussi la volonté de se remettre en question. Je pense que c'est le premier point de départ. Si on dit OK, maintenant on résout le problème, ça veut un peu dire qu'on commence à ouvrir un peu sa position et à chercher le consensus. On parle de quel conflit? J'aurais presque envie de dire, Alexandre, qu'après ce que tu viens de dire ici, si on enregistrait, on se répétait ce que vient de poser Alexandre, ça nous suffirait pour finaliser notre atelier d'aujourd'hui. Si on pose que avoir la volonté intrinsèque profonde de résoudre les conflits, c'est peut-être le déclic, c'est comme si on tournait une clé à l'intérieur de notre tête ou de notre conscience, et vraiment la tourner et se dire j'évite à partir de maintenant tous les conflits, je cherche à résoudre tous les conflits. L'idéal, c'est de les éviter avant même qu'ils commencent à se manifester. S'ils se manifestent, que j'arrive à les résoudre, et peut-être le point le plus important. Et à nouveau, on peut se dire oui, je veux, etc. Mais inconsciemment, est-ce qu'on le veut vraiment? Et cette réflexion vraiment sur ce déclic profond mental de décision, prise de décision, de dépasser les conflits est extraordinaire. Et d'une certaine façon, on pourrait s'arrêter là. Réfléchir là-dessus, méditer là-dessus, mettre en pratique cette idée-là au quotidien, s'entraîner dans les prochains jours, et on aurait déjà un excellent contenu pour résoudre la plupart des conflits. Alors, j'ai 2 propositions dans le chat. Je pense que oui. Ouais, je te donne la parole tout de suite, Pascal. Je lis juste les contributions du chat. Je pense que oui, mais en a-t-on seulement envie? Ouais, donc, on revient en effet à ce qu'a posé Alexandre sur la volonté. Dès lors que l'on porte de l'attention au conflit, on travaille dessus et c'est le premier pas pour le désamorcer. En effet, inconsciemment, il se passe un tas de choses au niveau émotionnel, et notamment qu'à partir du moment où on est rentré dans un canal, on a envie de rester dedans. Il y a une expression en portugais qui dit « je donne un bœuf pour ne pas rentrer dans le conflit, je donne un troupeau pour y rester ». Et donc c'est cette idée, à partir du moment où on est dans le conflit, il y a un côté animal, il y a une connexion au truc, on a envie. On n'a pas envie que ça s'arrête d'une certaine façon. Quand l'autre dit non, on va faire autre chose, on va parler d'autre chose. Non, on règle notre différend. On a envie d'aller à l'épée et régler le truc qui s'est généré. De la même façon, même si le film n'est pas agréable, vous avez envie de voir le film jusqu'au bout. Il y a une partie de nous, et si quelqu'un vient et nous change la chaîne, on n'a pas envie. Si on a décidé qu'on était dedans et qu'on est connecté, même si on n'est pas en train fondamentalement de prendre du plaisir. Donc il y a une partie de nous qui a envie en effet de maintenir ça. Donc Aude, tu as posé en effet un point très juste. Marianne dit ça dépend si ce sont des conflits dans lesquels on est impliqué. Oui, là je parle des principes de conflits auxquels on est dedans. C'est pas forcément résoudre. Là ce sera encore une autre question. Résoudre les conflits des autres, c'est encore une autre histoire. Ça m'est arrivé souvent comme je donne des ateliers sur la gestion des conflits, on m'appelle souvent en entreprise quand il y a des conflits. Certains sont solubles, d'autres non. On verra dans l'atelier de la semaine prochaine pourquoi, parce qu'il y a différents niveaux de conflit en fait. Différents niveaux de conflit. À certains niveaux de conflit, il faut d'autres outils et on ne va pas forcément pouvoir les résoudre. Vas-y Pascal, si tu avais une contribution. Ce que je voulais dire, c'est qui dit conflit, dit qu'il y a au moins 2 personnes ou 3, enfin bref,
il faut que les gens en face soient aussi volontaires pour résoudre la question. Enfin, je pense au conflit israélo-palestinien. Il n'y a aucun des deux qui veut comment dire, transiger ou faire de compromis. Et donc, le conflit est sans fin, quoi. Oui, mais la question ici, est-ce qu'on peut résoudre 99% de nos propres conflits? Et dans nos propres conflits, c'est justement cette question, parce que souvent on se dit, on remet la faute sur l'autre. On dit l'autre a fait ceci, c'est lui qui ceci, c'est lui qui cela, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a dit ça, c'est lui qui a haussé le ton. Là, la question, c'est est-ce qu'on peut ramener sur soi cette responsabilité de se dire, peu importe à qui est la faute, est-ce que je suis capable de l'éviter? Est-ce que je suis capable de dénouer le conflit? Est-ce que je suis capable de l'éviter par ma propre responsabilité? Donc si on était Israël ou la Palestine, ce serait prendre Israël. Est-ce que Israël seul serait capable de ne plus avoir de conflit? Il faudrait que Israël entier ou une partie suive nos ateliers, peut-être qu'on aurait, ou les dirigeants en tout cas. Souvent, arriver à la guerre est un échec de la diplomatie, est un échec de cette capacité en effet à communiquer, à sortir du conflit. Qu'est-ce que l'on appelle conflit? Demande Pierre. Comment on le définit? C'est une bonne question qu'on aime bien en tant que Français de définir les termes avant de démarrer. Conflit, on va noter par une opposition qui est installée. Alors aujourd'hui, on va beaucoup traiter justement le côté dispute et affrontement. Et le conflit est un peu cette dispute-affrontement vécu dans le temps. Donc tu fais bien de poser ces questions-là. Une fois qu'on aura tout développé, on va séparer justement les différents aspects de ce qu'on peut appeler de façon large un conflit. Et à nouveau, la semaine prochaine, on verra les différents niveaux de conflit, donc du tout petit au énorme. Est-ce que l'on inclut nos propres conflits, nos conflits avec nous-mêmes? On pourrait, Sophie, on va voir si ça s'applique. Propose-moi la question à la fin, peut-être, pour voir si les concepts qu'on a posés s'appliquent aussi pour nos conflits. Mais on va poser dans le sens plus simple, dans un premier temps, conflit avec deux acteurs. Alors, Marine, je ne crois pas qu'on puisse résoudre 99% des conflits, mais si j'en résous déjà une partie, ce sera déjà pas mal. Je suis d'accord avec cette chose posée. J'ai posé volontairement ce titre pour réfléchir dessus. Et pour mon expérience de travailler, d'avoir plus conscience, on peut assez vite en résoudre une très très grande partie. Dans les premières semaines, premiers mois, si on est à nouveau, on pose ce qu'a posé Alexandre, de se dire on a la volonté profonde de les résoudre, peuvent disparaître 80-90% de ce qu'on avait auparavant. Alors, Pierre nous propose une définition du Robert, rencontre d'éléments de sentiments contraires qui s'opposent. Ok, on peut adopter... Merci Robert et merci Pierre. C'est une bonne définition. Ok, on va continuer avec une phrase du professeur De Rose qui nous dit, au début de certains ateliers sur les conflits, il nous dit si vous avez plus d'un conflit, il faudrait enlever le S au passage, comme c'est plus un conflit, plus d'un conflit ces 5 dernières années, quelle serait la fin de la phrase selon vous? Si vous avez plus d'un conflit ces 5 dernières années, vous pouvez tenter votre chance. On fait un jeu de devinettes. T'as proposé quoi? Faites plus d'ateliers. Si vous avez eu plus d'un conflit ces 5 dernières années, vous auriez pu les éviter. C'est-à-dire si dans les 5 dernières années vous scannez, vous dites mais on est arrivé à un, ok, là c'est juste vous marchez dans la rue, boum, il y a le truc qui vous est tombé dessus et vous pouviez vraiment rien faire. Si vous en avez plus d'un dans les 5 dernières années, en principe vous auriez pu les éviter. Je ne suis pas en train de dire que c'est de votre faute. C'est complètement différent, que c'est de la faute de qui est la faute ou qui a généré le conflit, etc. La question c'est est-ce qu'on a la capacité d'éviter le conflit. Et d'une certaine façon, tant qu'on a des conflits, on peut travailler dessus. Donc ça va être un peu notre point de départ, de se dire si j'amène la responsabilité sur moi, focus sur moi, est-ce que je suis capable de l'éviter? Tout simplement. Est-ce que je suis capable de l'éviter? Et quand les choses sont déjà, il y a déjà un affrontement, il y a déjà une opposition qui se crée, est-ce que je suis capable de la dénouer avec quelle facilité?
À nouveau, je suis absolument pas en train de dire qui a raison, qui a tort, qui est responsable ou pas du conflit. Là, c'est pas mon point de départ. Mon point de départ est simplement est-ce que je suis capable de l'éviter ou pas. Donc, on va essayer ensemble de comprendre cette mécanique-là. Et vous allez commencer par réfléchir sur votre dernier conflit. La question ici, c'est quand a eu lieu votre dernier conflit et auriez-vous pu l'éviter? Puisque je viens d'affirmer qu'on peut éviter normalement tous les conflits, en tout cas théoriquement, si on le souhaite. On va essayer de vérifier. On est une petite vingtaine ici, ou une bonne vingtaine. On va voir si on arrive à trouver un contre-exemple. Si on a déjà 20 personnes qui n'arrivent pas à trouver de contre-exemple, on avancera déjà dans la bonne direction. Donc, prenez de quoi écrire ici, d'abord de façon intime, vous n'êtes pas obligé de partager, et essayez d'écrire, de vous souvenir votre dernier conflit en date. On peut créer ceux qu'on n'a pas en souvenir, on peut en créer un rapidement ensemble. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine. On générera des conflits pour les résoudre. Et vous allez écrire dans le chat quel est juste le... Vous n'avez pas besoin de raconter le conflit, mais quand était cette dernière fois où vous avez... Pour qu'on voit un peu notre niveau de... Même des petits conflits, même une petite altercation, un petit moment de tension, ou dans ce que vous identifiez dans la journée d'aujourd'hui ou dans les derniers jours, ou est-ce qu'on parle en termes de semaines, est-ce qu'on parle en termes de mois? Pierre, c'est mi-décembre, tu as déjà un niveau avancé en gestion des conflits. Il y a une semaine, aujourd'hui. Ça, c'est les réponses plus sincères, celles qui viennent ici. Aujourd'hui, hier, avant-hier. Après, comme tu posais... L'éditeur demande si tu vis tout seul, Pierre. Non, même pas. Je vis pas. T'es fort, hein. Moi, avec un chat. Il y a 1 heure, j'aurais pu l'éviter. Il a 2 chats. En ce moment, mais ça traîne depuis 2 mois. J'ai appris à Et- lâcher prise. Ah, mais c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas une amorce de conflit. Amorce de conflit, ça peut arriver, on peut sentir le truc, mais on arrive à éviter. En général, vous le savez, si vous êtes rentré dans le conflit, vous le savez. Si vous êtes honnête avec vous-même, même si ça a duré 5 minutes, vous le savez. Si ça vous a touché, si vous avez créé un inconfort, ça va se sentir. Ça peut être très court, mais il y a un impact. Si vous avez complètement réussi à éviter l'impact, il y avait les 2 arrivés, mais vous êtes passé à autre chose, là, vous êtes excellent. Là, on ne va pas le compter comme un conflit. Ça s'amorce, il y a l'autre qui vous dit quelque chose sur un ton de voix énervé, mais vous, tout de suite, vous passez à autre chose. Extraordinaire. Excellent. Le piano, vous tombez dessus, mais vous avez réussi à éviter le piano. Pas que le piano... C'est pas que vous n'allez pas vous faire attaquer, hein. Éviter 100% des conflits, vous allez continuer à vous faire attaquer, mais c'est que vous ne rentrez pas dans le conflit. Avant-hier, il aurait pu être évité. Ok. Est-ce que vous identifiez tous que vous auriez pu l'éviter? Ou est-ce qu'il y a un d'entre vous qui se dit non, là j'ai un truc qui était inévitable? On essaye de réfléchir dessus ou de travailler dessus. Ou si vous pensez que c'était inévitable mais que vous n'avez pas envie de partager le sujet, marquez-le quand même dans le chat. Parce qu'au moins on aura... Pour être sûr que tout le monde pense qu'il peut éviter sa dernière situation. Pour voir si on a une statistique un peu qui fonctionne. Et ensuite, maintenant, donc, bon, j'ai pas eu de témoignage dans le chat, donc je pars du principe que vous pensez tous que vous auriez pu l'éviter. Laissant tomber, communiquant davantage avec beaucoup de patience, ok. Et vous pouvez partager un petit peu là, si vous avez des témoignages de choses que vous auriez pu éviter, vous saviez comment vous auriez pu éviter, ou c'est difficile, si vous avez envie de partager votre dernier conflit et qu'on brainstorm dessus, qu'on voit qu'est-ce qu'on aurait pu faire.
sympa de dire quel conflit on a évité. Genre. Arrive à identifier ce qu'on a réussi à éviter. Alors, bien gérer, c'est considéré comme éviter. Là, quand je dis éviter, ça ne veut pas dire fuir du conflit. Ça ne veut pas dire l'éviter dans le sens, c'est éviter de rentrer en conflit. Ça ne veut pas dire éviter la situation elle-même. La situation peut être traitée, peut être gérée. C'est éviter le conflit, mais pas éviter la discussion ou la contrariété ou le sujet qui a dû être posé. Vous avez vu qu'on avait parlé dans les semaines précédentes, dans la gestion des émotions, qu'on pouvait soit réprimer l'émotion, soit exploser ou imploser. Et qu'on devait apprendre à s'exprimer la plupart du temps. Et donc, à nouveau, de la même façon pour les conflits, c'est pas l'éviter dans le sens où on... Parce que ça peut être ça. Oui, vas-y, Fabienne, et après je commande dessus. En fait, moi, c'était avec mon conjoint, parce qu'en effet, c'est la personne de prédilection, puisqu'elle est tout le temps là. Mais donc, le conflit, j'y suis allée, parce qu'il fallait y aller. Puis après, je me suis dit, bon, sois honnête avec toi-même, qu'est-ce que tu veux lui dire et qu'est-ce que tu veux obtenir? Et là, alors je ne me suis pas mis en face de lui, je ne l'ai plus regardé et j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est devenu beaucoup plus, finalement, plus triste, moins colérique. C'est devenu beaucoup plus, plus honnête parce que la colère faisait un espèce de truc un peu hystérique et pas très honnête à la limite et pas bien entendable non plus. Et c'est devenu plus triste et plus entendable et ça c'est assez bien, ouais, ça a été entendu. Enfin, ce que j'avais à dire a été entendu et je me suis bien expliquée et je crois que j'ai été bien entendue. Et, enfin, ça a donné un moment assez fort en fait. Mais j'aurais pu éviter que ça passe par la colère quand même. Ouais, voilà. Le timing, t'as trouvé la formule, mais le timing peut être amélioré. Ça peut se faire en amont. Voilà. Marianne pose dans le chat, souvent c'est moi qui ne suis pas clair avec moi-même et qui du coup n'exprime pas clairement ce que je veux. Là, vous avez le meilleur outil qu'on a vu dans les dernières semaines sur la gestion des conflits, qui était un outil de gestion des émotions, qui est la météo des émotions. Avant d'exprimer quelque chose à quelqu'un, faites le travail par vous-même de savoir ce que vous voulez exprimer, de savoir ce que vous ressentez vraiment. Donc un des meilleurs outils qu'on a en gestion des conflits, c'est d'exprimer d'abord à soi-même. Parce que très souvent, on part en effet dans la dispute, on part dans l'expression avant qu'il y ait cette clarté. Et du coup, on va exprimer un tas de choses qu'on ne souhaite pas vraiment exprimer ou pas de la façon dont on souhaiterait l'exprimer. Par contre, à partir du moment où c'est posé sur le papier, je le supporte plus, il est insupportable, il a fait encore ceci, il m'a fait ça, etc. C'est incroyable, c'est injuste. Ça sort, ce qui avait besoin de sortir sort. Après, quand ça c'est sorti, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment... Ah, mais finalement, il est pas si mal, il y a un tas de trucs qu'il fait bien, il est quand même là pour moi, etc. Une fois qu'on a les émotions qui sont sorties, là, ok, on peut arriver au stade qu'a posé Fabienne. Qu'est-ce que je souhaite vraiment exprimer? Et la discussion est d'une toute autre nature, sorte complètement différemment. Donc ça peut être en effet un excellent outil qu'on a utilisé en amont sur la gestion de nos émotions, et là vous pouvez l'utiliser vraiment avant toute discussion. Je vous laisse ici travailler un peu par vous-même. Ensuite, on va systématiser, on va organiser. Je vous laisse travailler un peu sur vos papiers. Je vais continuer à vous poser des questions. Une autre question, parce que souvent le conflit va venir de là. Ah, j'avais dit que j'allais faire une remarque avant l'intervention de Fabienne. Une remarque aussi importante, c'est que vous avez pu marquer, ok, mon dernier conflit était il y a 2 mois. Mais pour ce profil-là, posez-vous la question aussi si vous n'êtes pas aussi dans l'évitement de ce qui doit être dit. C'est-à-dire parfois on est très bon en gestion des conflits, mais on garde à l'intérieur de soi beaucoup de choses. Ce qui n'est pas non plus la bonne solution. Donc parfois ça sort trop vite et il faut apprendre à orienter, à gérer mieux la conversation. Et parfois on a une gestion des conflits qui est simplement de ne pas les traiter. Éviter dans le sens simple. Là j'ai parlé depuis le début et j'aurais dû distinguer les deux. Désamorcer le conflit. Souvent, on est dans une stratégie de se dire « Ok, je ne dis pas les choses
pour ne pas blesser ou pour ne pas avoir de difficultés. Donc vous pouvez aussi vous poser cette question. Ceux qui ont mis des dates un peu plus lointaines, est-ce que les choses aussi au quotidien sont exprimées de la façon dont vous souhaitez qu'elles soient exprimées? Est-ce que vous sentez bien ou est-ce que vous avez tendance à garder à l'intérieur de vous, à somatiser, etc. Là, on revient sur les ateliers gestion des émotions. On continue sur cette réflexion. Quelles sont les dernières fois où vous vous êtes senti agressé? Parce que souvent la question vient de là. Et là, ça va compliquer la réflexion de Pierre pour le coup. Le dernier conflit était il y a 2 mois, par contre, la sensation d'avoir été agressé, c'est peut-être plus récent. Donc, quelles sont les dernières fois où vous êtes senti agressé? Vous n'êtes pas obligé de lister toutes les fois, mais identifier un peu, pour avoir un peu de matière, les dernières fois où vous êtes senti agressé. Je vous laisse quelques secondes ici pour vous remémorer ça. Il y en a qui ont des choses à écrire là d'un coup. Sur le dernier conflit, ça venait lentement, mais là, sur cette senti agressé, il y a du vécu. Et la question qui vient après, c'est comment avez-vous réagi à cette sensation d'agression? Vous êtes senti agressé, comment est-ce que vous avez réagi à cette sensation d'agression? Vous pouvez vous poser la question de façon très ponctuelle sur les derniers événements, les derniers moments d'agression, ou de manière un peu plus générale. Quand je me sens agressé, comment j'ai tendance à réagir? Ça dépend beaucoup de la proximité avec la personne. C'est-à-dire, quand il y a moins de proximité, quelle serait la tendance de réaction? Quelqu'un avec qui on a moins d'attachement. La réaction est laquelle? Très vite tourner, si on est un peu agressé, on peut très vite tourner ça à la dérision, en rigolant ou en évitant. Alors que si c'est quelqu'un qu'on apprécie ou avec qui on a un lien fort, une intimité, si on se sent agressé, ça touche, ça rentre à l'intérieur. Alors que ça touche plus profondément. Ça rebondit, quoi. Je peux rebondir plus facilement. Ok. C'est un point important, en effet. La même phrase ou le même impact en fonction de d'où il vient et de qui il vient ne va pas être perçu du tout de la même façon. On continue maintenant à réfléchir sur ce qu'on vient de poser en se demandant pourquoi vous vous êtes senti agressé. Et volontairement, j'ai pas posé quand est-ce que la dernière fois où vous vous êtes fait agresser, parce qu'en général, c'est ça qu'on pense. Je me suis fait agresser par un tel. Maintenant, posez-vous la question plus fine en insistant sur le verbe senti agresser. Parfois, c'est pas l'intention de l'autre de nous agresser. Et parfois, c'est l'intention, mais peu importe ici. On ramène l'attention sur soi et pourquoi on s'est senti agressé. Et là, ça connecte aux ateliers qu'on a fait les semaines précédentes. Quelles sont les peurs qui sont derrière? Vous vous souvenez qu'on avait posé aussi de se dire qu'est-ce qui est en danger? Est-ce que c'est la relation qui est en danger? C'est mon argent qui est en danger? C'est mon succès qui est en danger? C'est ma réputation? Qu'est-ce qui est en danger pour que je me sois senti agressé? À l'inverse des peurs, quels sont les désirs? J'ai un désir de succès professionnel. Mon succès professionnel était en danger, j'avais la peur de perdre quelque chose et mon désir derrière, c'est de réussir, c'est de grandir. J'avais la peur de perdre mon conjoint éventuellement. Mon désir, c'est quoi? C'est d'avoir une belle relation, c'est de la construire dans le temps. Et donc, vous pouvez aussi commencer à faire le travail qu'on fera dans les semaines prochaines sur d'autres ateliers, de séparer les faits réels de l'imaginaire. Et commencer à se dire quel est l'imaginaire. Un peu, on approfondira ça dans les prochaines semaines, mais vous pouvez déjà vous dire là, ok, je me suis senti agressé, quel était mon imaginaire finalement vis-à-vis de la situation?
Bah, j'imaginais que ceci, cela, que l'autre pensait ça, que ça allait avoir telle conséquence, qu'un tas de choses. Et si je reprends bien sûr l'atelier de la semaine dernière sur peur et désir, on avait dit qu'il vivait, il grandissait complètement dans l'imaginaire. Et toute cette réflexion-là nous amène à la dernière question, auriez-vous pu réagir différemment ? Et quelles en seraient les conditions ? Ça va être un peu différent pour chacun, c'est pour ça que je vous fais faire un peu ce travail par vous-même. Et à nouveau, si l'un d'entre vous a envie de partager une sensation d'agression, d'un moment il s'est senti attaqué, comment il a réagi ou comment est-ce qu'il aurait pu mieux réagir, sentez-vous plus que libre ici, invité, convié à partager, parce que ça peut donner de la matière aux autres. Ouais, moi, parfois, attendez, je vais mettre la vidéo. Moi, parfois, je me sens genre remise en cause, mais du coup, je rentre pas dans l'agressivité, je fais carpette, quoi. Mais je sais pas si c'est une. Que du coup, je suis pas dans le conflit, mais j'esquive, donc c'est pas beaucoup mieux. Enfin, ça résout pas le problème, quoi. Et comment est-ce que tu aurais pu réagir différemment, du coup ? Comment tu souhaiterais réagir ? Peut-être en demandant à l'autre d'exprimer vraiment ce qu'il pense, enfin, de dire j'ai l'impression que tu as peur que ça avance pas, par exemple. Pour que la personne que je valide si c'est vrai ou pas. Ça, c'est difficile. Là, il faut, avec quelqu'un avec qui tu as beaucoup de proximité, tu sais qu'il travaille sur lui, etc., on peut arriver à ce niveau d'échange. En fait, quelles sont tes peurs, qu'est-ce qui t'inquiète derrière, etc., et qu'on arrive à une discussion extraordinaire. Sinon, quand on n'a pas cette proximité, pointer du doigt des peurs peut en général avoir, parce que c'est très inconscient et il y a un tas de mécanismes de protection, c'est aussi pour ça qu'on agresse, on va peut-être agresser encore plus si l'autre nous démasque d'une certaine façon. Donc c'est une stratégie qui est un peu risquée. Par contre, demander à l'autre ce qu'il ressent, pas lui dire, pas utiliser le mot peur, pas lui dire finalement tu as peur de ça. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait se passer ? Ou comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se sentir tous bien ? Ce genre d'échange peut être très très constructif. C'est dur à faire. J'ai pas dit que c'était facile. Éviter 99% des conflits ou là les tensions, c'est pas facile. C'est faisable, mais c'est pas facile. C'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Ça va demander un vrai travail. D'abord une volonté. À nouveau, je reviens sur ce qu'avait posé Alexandre au début. C'est l'élément fondamental d'avoir une volonté de changement. Et après, ça va demander un entraînement. C'est très rare qu'on parle d'entraînement en termes de relations humaines. C'est pas un terme, on associe très rarement les deux. On parle d'entraînement physique, on parle d'entraînement intellectuel et très peu, bizarrement, sur les émotions. On parle du principe, je suis comme ça. Je suis colérique, je suis triste, je suis... Non, grand-père, il s'énerve toujours parce qu'il est comme ça, il a toujours été comme ça. Sauf que tant qu'on a cette croyance, cette certitude qu'on est toujours comme ça, en effet, on a très peu de capacité de changement, de travailler dessus. Marianne, tu as activé ta caméra pour donner un autre exemple ? Oui, enfin moi, je suis pas rentrée en conflit, mais j'ai eu un conflit interne très fort. Je suis en train d'acquérir une maison et le propriétaire m'a laissé les clés, mais je suis son compromis, je possède pas la maison. Et ce matin, j'ai reçu des artisans, je leur ai demandé de rien toucher parce que c'était pas encore chez moi. Il y en a un qui a déchiré la tapisserie pour voir comment était le mur derrière. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc où je me sens pas respectée et des situations comme ça, j'en vis tout le temps. J'ai clairement dit que je voulais pas qu'on touche aux choses et le type, il a abîmé le mur, quoi. Et je suis pas rentrée en conflit parce que ça servait à rien, mais j'ai une espèce de colère froide et dans d'autres situations, je serais rentrée en conflit parce que ça m'aurait, ça aurait été pertinent. Là, ça l'était pas. Voilà. Puis j'avais médité avant, je me suis dit bon, calme-toi. Mais
moi, mes conflits, c'est souvent quand je donne une consigne et qu'elle n'est pas respectée. Que ça soit au boulot, dans une maison, et que derrière, il y a un danger. Enfin là, dans cette maison, le danger, c'est qu'on ne me donne plus les clés pour pouvoir faire des devis, quoi. Ok. Donc là, si tu as identifié ce pattern, cette habitude de réaction, voilà, j'ai l'habitude de quand j'ai posé quelque chose, ça me perturbe profondément, ça touche des choses à l'intérieur de moi, sans doute des insécurités, des peurs, des désirs, qui font que ça crée une colère et ça me met hors de moi et j'ai tendance à rentrer en conflit. Donc à partir du moment où tu as identifié ce chemin-là, c'est intéressant de faire le travail de conscience et de compréhension pour réécrire autre chose. Okay, puisque ça va se reproduire. Tu l'as identifié, c'est clair, ça t'arrive très souvent et maintenant ça revient sur le premier atelier reprogrammer aussi ses émotions, de se dire ok, dans cette situation, comment je souhaiterais réagir. Mais je vais donner tout de suite des clés de ce qu'on pourrait faire. Vous avez posé en fait, Sophie et Marianne, exactement les deux problèmes qu'on a. On est exactement dans notre problème fondamental sur la gestion des conflits. C'est que en se sentant agressé, instinctivement, de façon animale, et c'est très inconscient, on a deux solutions, qui est agresser en retour. Au final, je me suis fait attaquer, c'est lui qui a commencé. Donc la tendance la plus instinctive, la plus animale, c'est soit de sauter à la gorge de l'autre, il m'a attaqué, pour se défendre. Et on est d'une certaine façon dans notre bon droit de faire ça. On se le justifie en tout cas. Ou à l'inverse, autre réaction plus animale, instinctive, c'est si l'autre est trop fort ou comme l'a posé Marianne ici, ça sert à rien, je vais attaquer qui, quoi, il n'y a rien à gagner en fait. Finalement, je vais garder à l'intérieur de moi, mais comme elle a dit, colère froide, je réprime. Donc les deux plus grandes tendances qu'on a, et c'est pour ça que c'est pas facile tout ce travail sur la gestion des conflits, c'est qu'on a tendance soit à attaquer, soit garder à l'intérieur de soi. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ni une ni l'autre des solutions sont bonnes pour vous. Si ça explose, ça crée des dégâts à l'extérieur de vous. Si vous gardez à l'intérieur de vous, ça va imploser, tôt ou tard. Si vous avez l'habitude de garder, vous allez faire des dégâts à l'intérieur. Donc vous allez faire soit des dégâts à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc on marche dans la rue, on se fait percuter, on se prend quelque chose. La tendance, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller me battre avec la personne? Non, je suis en société, etc. Je peux pas. Je garde à l'intérieur de moi. Et je dis rien. Donc on a deux solutions en fait qui fondamentalement vont poser des problèmes, de grands problèmes. Et donc tout l'entraînement, c'est de résoudre cette équation-là. C'est que lorsqu'on se sent agressé, on apprenne à en faire quelque chose. C'est pas nier ce qui s'est passé, c'est pas éviter le conflit, pas éviter la situation. C'est ne pas rentrer dans le conflit, donc l'éviter dans le sens où on rentre pas dedans, mais d'en faire quelque chose. Éditeur, tout à l'heure, nous avait donné une clé. Il avait dit, quand ça me touche pas trop, finalement, et donc il arrive à bien les gérer quand ça le touche pas trop, il disait, je vais plaisanter, je vais dire quelque chose dessus. Là, on l'a géré. C'est complètement différent de rien dire. Et que là, posé Sophie, elle a posé un terme qui est très parlant, dire faire carpette. C'est pas une solution non plus, sinon on va se faire martyriser en entreprise comme éventuellement on se faisait martyriser dans la cour de récréation quand on était enfant. Donc le fait de se mettre en retrait ou de rien dire n'est absolument pas une solution viable dans le temps. Dans certains cas, on va pouvoir le faire, c'est-à-dire faut bien mesurer cette question. Dans certains cas, si vous vous faites bousculer dans les transports par une personne âgée, vous n'avez pas besoin à chaque fois de tomber dans l'extrême, de dire il faut que je lui dise ces quatre vérités, c'est pas ça du tout. Donc il y a un certain nombre de choses que vous arrivez, ça devient un sport, que vous arrivez à gérer, que vous arrivez à canaliser. Je reprends les 3 derniers ateliers, on canalise les émotions, on arrive à en faire quelque chose. Mais quand ça vous a touché vraiment et que ça touche le lien entre les deux personnes, donc dans les choses importantes, il va falloir faire quelque chose avec. Exprimer, dire quelque chose, plaisanter. Et donc, il faut apprendre à ouvrir un canal, il faut apprendre à faire quelque chose avec ce que vous avez ressenti. Ça peut être par la plaisanterie, ça peut être par l'expression. Une bonne astuce qu'on avait déjà évoquée par le passé, c'est écrire ce que vous avez envie de dire sans le dire tout de suite. Écrire le mail sans l'envoyer.
Ça peut être une très très bonne astuce. C'est pas j'écris rien, c'est pas je suis énervé, je me contiens, j'ai suivi les ateliers gestion des émotions, je garde à l'intérieur de moi, ça va pas marcher. J'ai besoin d'exprimer, sauf que je suis pas en état pour exprimer la bonne chose. Je vais d'abord le poser sur le papier. C'est une bonne façon de le faire. Et donc tout le défi il est là, avec le temps, s'entraîner à être ni dans l'explosion ni dans l'implosion, mais dans l'expression. C'est très difficile. Mais si on a une intention, une volonté claire de le développer, tous les élèves qu'on a vus dans les dernières années essayer là-dessus ont eu des excellents résultats en quelques mois, voire quelques semaines, à partir du moment où on pose cette intention de départ. Et là, je vais vous poser une petite pique de réflexion pour vous embêter un peu. À nouveau avec une phrase de De Rose qui dit « On s'offense », moi c'est une traduction en français ici, approximative, « on s'offense à proportion égale à notre manque de confiance en nous ». Une phrase un peu forte, je vous ai dit, elle pique un peu celle-là, quand on y réfléchit vraiment, si on ose l'accepter. Et volontairement, je vous ai pris des photos de chiens, et vous remarquerez que la tendance, c'est que les petits chiens aboient plus que les grands chiens. Simplement parce qu'ils se sentent plus en danger. Le grand chien, vous voyez que le regard avec lequel il nous regarde, il dit il est tranquille quoi. Par contre, le petit chien, lui, il est en danger, donc du coup, il perçoit le monde comme dangereux. C'est pas le cas de tous les petits chiens. Et attention, je ne sais pas si c'est valable pour les êtres humains, c'est une autre question. Mais petits en termes de perception, ça c'est sûr. C'est pas forcément, puisque dans le règne animal, ils sont beaucoup sur le physique, c'est le physique qui va jouer en permanence. Pour nous, c'est d'autres biais, mais si vous vous sentez petit, la tendance, c'est que vous vous sentiez offensé. Donc il va y avoir aussi parallèlement et avec ça un travail profond de confiance en soi. Parce que si je me sens agressé, c'est pour ça que je vous ai posé la question, pourquoi vous êtes senti agressé ? Si je me sens agressé, c'est que je ne suis pas tranquille. Si vous mettez un char d'assaut par rapport à une fourmi qui lui jette, qui l'attaque, elle ne va même pas s'en rendre compte, ou un gros animal par rapport à un tout petit, elle ne va même pas s'en rendre compte. Par contre, vous mettez un animal encore plus petit que la fourmi face à ça, la tendance c'est de se sentir agressé, donc d'être dans cette attaque, d'agression. Et donc profondément, si vous prenez cette responsabilité de se dire, à chaque fois que vous avez ce genre d'altercation, pas vous dire qui a raison, qui a tort, on s'en fiche d'une certaine façon, mais vous dire comment je peux mieux faire la prochaine fois. C'est souvent comme ça qu'on va progresser. On va continuer à faire des erreurs dans les prochaines semaines, vous inquiétez pas. 100% d'entre nous. Par contre, à chaque fois qu'on va faire des erreurs, la différence, c'est qu'on va le profiter pour apprendre pour la prochaine fois. Ok, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? Et pas, vous êtes mauvais, vous êtes méchant parce que vous avez eu un conflit, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a une intention sincère, profonde d'apprendre et de devenir une meilleure personne d'une certaine façon ? Si vous avez ça, la tendance, c'est qu'avec les années, une petite sagesse vienne. Il nous reste un petit peu de temps ici justement pour systématiser un peu ce qu'on a posé ici. Et donc ce qu'on va systématiser aujourd'hui, c'est pas encore, j'ai des contributions dans le chat, c'est tout à fait vrai, génial, ok. Vous voulez pas rentrer en conflit avec moi, c'est ça ? Vous voulez m'encourager, vous voulez me soutenir, merci. Après, ça dépend de l'autre. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs au passage, oui, ça dépend de l'autre. Je veux dire, il y a des personnes que ça agresse le fait d'être en posture sincère, de ne pas rentrer dans le conflit et même de vouloir le transformer. Les gens de manière générale vont se sentir agressés par un tas de choses et parfois exactement la même situation va agresser l'un et pas l'autre. C'est là que c'est passionnant, c'est là que vous pouvez, en tout cas de votre côté, de faire votre travail. Votre but, c'est pas que les autres se sentent pas agressés, vous allez continuer à faire les autres se sentir agressés de temps en temps. Vous allez essayer de faire que ce soit pas le cas, faire en sorte que ce soit pas le cas, mais ça va continuer. Mais vous, déjà de votre travail, de votre sensation d'agression, de pas répondre par une autre agressivité, parce que la tendance, c'est quoi ? C'est, je t'envoie ce petit papier dessus, métaphoriquement.
toi, tu t'es senti agressé. Moi, je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai fait tomber le papier, il t'est tombé dessus et tu t'es senti agressé. La tendance, c'est que soit tu vas garder pour toi et tu vas me faire la tête, soit tu vas m'agresser. Donc le fait que j'ai fait tomber le premier papier, peut-être je m'en suis pas rendu compte. Par contre, quand je me sens agressé parce que tu me dis quelques mots que j'aurais pas envie d'entendre, là, je vais pouvoir jouer dessus. Donc, quelqu'un peut se sentir agressé, donc du coup il va vouloir riposter. Donc il riposte. Ouais. Toi, tu n'as pas fait exprès. D'accord. Mais là, déjà, tu es dans une situation où émotionnellement, l'autre, en tout cas, il est déjà colérique, comment on peut dire ça. Ouais, il est sous le coup il est déjà énervé. Déjà sous le coup de l'émotion. Ça commence à donc chauffer. Là, moi je la connais, Caro. Elle dit, et là elle va commencer à parler à la personne. Genre, mais tu sais, je sais pas vous le dire. Elle va essayer de le raisonner, mais ça, c'est très difficile de raisonner une personne qui est sur le côté, qui est émotionnellement pas fâchée, quoi, en gros. Ouais. Donc, moi je dirais plutôt, du coup, je vais faire un tour. Tu vois. Ouais. Je fais un premier tour où dans ma tête je commence à réfléchir à comment je vais pouvoir faire en sorte de ne pas rentrer dans le conflit. Ça m'est arrivé ce week-end. Je suis arrivé en me disant ça va aller. Et j'ai vu la personne et j'ai dit mais non, ça va toujours pas aller. J'ai pris mes chaussures, je suis allé courir 3/4 d'heure. T'as redonné du temps. Je suis revenu. Donc moi déjà en plus dans ma tête j'ai réfléchi comment j'allais aborder la chose. Et je suis arrivé et là la personne, j'ai vu qu'elle était en état d'échanger 2-3 mots et je savais qu'en 2-3 mots ça allait désamorcer complètement la situation. Et du coup on n'est pas rentré en fait en conflit. Mais si j'avais essayé de raisonner ou de parler, essayer de raisonner, oui, la personne au premier instant, c'est sûr qu'on rentrait dans le conflit et c'était parti pour le week-end. Tout ce que vous avez posé ici est excellent et j'aimerais attirer votre attention sur ce qui éventuellement marche pas, qui est justement le mot raisonner. À partir du moment où on veut raisonner l'autre, c'est qu'on est en train d'avoir une discussion sur la raison. Et si l'autre est en colère, c'est rarement ce qui fonctionne. Si l'autre est en colère, vous devez juste chercher à sortir de la colère. Et c'est là que souvent, donc l'attitude de Caro, elle est excellente. Si elle arrive, elle, à garder son calme, à être tranquille. Par contre, peut-être que le chemin qu'elle emploie est pas forcément optimal. Parce que si elle essaye d'expliquer à l'autre par A plus B qu'il n'y a pas de raison de se mettre en colère, parfois c'est pas ça qu'on a envie d'entendre. Donc elle a peut-être exactement la bonne intention, mais il y a peut-être encore à raffiner la façon de le faire. Donc on va essayer de systématiser ça ensemble. On va pas systématiser l'ensemble des conflits, ça on continuera la semaine prochaine, mais déjà l'affrontement, le moment d'affrontement et de dispute. Et pour ça, on va se poser une question qui est quelles sont les phrases, et ce sera, vous pourrez élargir ça à attitude, les phrases qui marchent et les phrases qui ne marchent pas. C'est quelque chose qu'on avait fait il y a quelques années, pour ceux qui étaient déjà élèves il y a quelques années, plusieurs d'entre vous l'étaient. On avait fait ça dans un module d'approfondissement où on passait un certain nombre de mois à aller plus loin. Et on avait posé cette question, quelles sont les phrases qui marchent et les phrases qui ne marchent pas. Et donc là, dites-moi, de toute façon, vous pouvez écrire dans le chat les phrases qui marchent selon vous, et ceux qui sont en présentiel, vous pouvez le dire directement. Les phrases qui marchent, qui vous ont aidé par le passé, qui sont prouvées, ça fonctionne. Vous savez qu'en disant telle phrase, ça ne marche pas. Vous aviez l'intention de résoudre le conflit. Et sur cette question de raisonner, par exemple, ça ne va pas fonctionner. Mais quelles sont les phrases qui marchent et les phrases qui ne marchent pas? Je vous écoute. Ce qui marche, non, ça dépend de la situation, mais je pense que c'est... Une phrase qui marche ou une phrase qui ne marche pas. Je suis désolé, ça marche très très bien. Je valide. Qui ne marche pas, dit Pierre. Mais pourquoi tu t'énerves? Excellent, ça marche pas. Une autre phrase, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Ça marche pas non plus. Alors Sophie a écrit un truc un peu plus long. Parfois il arrive que je me sente agressée à cause d'une réaction de jalousie. Par exemple, ma belle-sœur qui nous envoie tous les 2 jours une photo canon de sa balade quotidienne. Je me sens narguée, voire agressée. Et ça m'énerve beaucoup. Elle voudrait sûrement qu'on se réjouisse pour elle. Mais en étais-je capable si je jalousais? En es-tu capable de te réjouir, c'est ça? De te réjouir pour elle? Ouais, c'était ça. Mais ça répondait plutôt à la question d'avance. Et parfois, on se sent agressé alors qu'il n'y avait pas d'intention d'agresser de l'autre côté. Et à partir du moment où tu perçois qu'il n'y a pas d'intention d'agresser, déjà ta réaction va être différente. Toi, tu vas pouvoir le gérer. Donc, soit tu gères par toi-même, tu dis « Ok, l'intention n'est pas là, moi, ça me touche, mais finalement, ça m'appartient. » Bloque-la.
Ou dans d'autres cas où tu peux mettre les messages WhatsApp en silencieux. C'est une solution aussi. C'est-à-dire, tu peux amener ton attention sur autre chose et parfois ça fonctionne. Mais parfois, si c'est vraiment ton collègue qui tous les jours te fait le truc qui t'énerve, là, il va falloir traiter la situation. Et tu peux exprimer à l'autre parfois ce que tu ressens. Tu dis, je sais que ton intention est bonne, mais chez moi, ça génère telle chose. Et si tu le poses de cette façon-là, ça va fonctionner. On verra ça aussi la semaine prochaine dans les jeux de rôle. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres phrases? Arrête de Calme-toi, t'énerver. arrête de t'énerver, ne marche pas. T'énerve pas, ne marche pas. On en reparle plus tard peut-être. Une phrase qui marche. Ça peut marcher, on est limite. T'es pas loin, Alexandre, mais on est un peu entre les deux là. Le peut-être, on en reparle plus tard. L'autre peut avoir envie, non, on en parle maintenant, tout de suite. T'as raison, mais... T'as raison, mais marche pas non plus. Le mais fonctionne pas. Très utilisé par les anglo-saxons, je suis désolé. Je suis désolé est un must extraordinaire. On le travaillera dans les prochaines semaines, dans les prochains ateliers. Cherchez à comprendre l'émotion de l'autre. Juste, mais quelle est la phrase? Quelle phrase on peut exprimer, Marianne, pour ça? Ce qui ne marche pas avec toi, c'est toujours pareil. Non, avec toi, c'est toujours pareil. Ça, c'est un must qui ne fonctionne pas. Alors, tu veux manger quoi ce soir? Propose Pierre. Extraordinaire celle-ci. Ça marche. Est-ce que tu es en colère parce que? Très bien. Éventuellement. Attention. Ça peut fonctionner, mais comme tout à l'heure, si on est trop dans la raison ou si on est tout de suite en train d'identifier éventuellement une peur de l'autre, ça peut marcher, mais ça dépend ce qu'il y a après. Et le ton de voix. Ça dépend du ton de voix et ça dépend ce que tu mets à la fin de la phrase. Tu veux aller manger ce soir, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Tu veux aller manger ce soir, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, en effet. Ça dépend si l'autre adhère à l'idée ou pas. Ce que j'aimerais que vous perceviez, en fait, et c'est exactement la même conclusion qu'on a eue quand on avait fait ce travail-là en petit groupe, c'est que toutes les phrases qui marchent ont quelque chose en commun et toutes les phrases qui ne marchent pas ont quelque chose en commun. Se mettre à la place de l'autre, ça c'est une bonne piste. J'ai l'impression que les phrases qui ne marchent pas, c'est celles qui sont tournées vers l'autre uniquement. Et les phrases qui marchent, elles ouvrent plus le débat, ou alors au lieu de s'opposer vis-à-vis de la personne avec laquelle on a le conflit. Alors soit c'est bon, on fait une soupape et on n'en parle pas, soit c'est on en parle plus tard, soit c'est à deux on essaie de résoudre le conflit, ce qui est une position un peu différente que d'être face à face dans un conflit. Très juste. Ouais, aussi dans ce qui marche, je vois ce que c'est. Alors, sans mettre le grand mot, mais c'est de prendre ses responsabilités. C'est voilà ce que ça me fait à moi, voilà comment ça agit sur moi, ou je suis désolée. Le je il rentre plus que le tu. Mais pas le je non plus. Ouais, non, oui. C'est le je ressens ça, mais c'est pas le je pense ça, je ai raison. Ouais. Voilà ce que ça me fait. En fait, vous avez. Vas-y, Fabienne. Il faut qu'on parle. C'est un truc qui me fait. Vas-y, il faut qu'on parle. Alors que ça paraît plutôt une phrase qui marcherait, moi, ça me fait criser. Il faut qu'on parle, ça commence très mal pour moi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être convoquée d'être obligée de parler, et puis comme si les mots étaient de toute façon... alors moi qui en plus en fais ma profession, si on me dit il faut qu'on parle, je sais pas. Et très fréquemment, ça se passe comme ça. Alors, ça part d'une bonne intention de l'autre, mais je sais pas, chez moi, c'est un truc... Il faudrait. Alors, déjà, tu peux l'analyser dans les deux sens. Toi, ne pas l'utiliser, parce qu'en effet, ça marche pas toujours bien. Déjà, le il faut est pas très bon pour démarrer la phrase. Et Voilà. si on allait discuter ensemble. Mais tu peux aussi réfléchir sur pourquoi ça te touche autant, pour reprogrammer un peu ça, te dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les différentes expériences vécues qui, d'une certaine façon, créent un trauma vis-à-vis de ça, et à partir de là, le resignifier. Mais je vais essayer, comme pour pas qu'on dépasse trop, on continuera à échanger comme on le fait d'habitude. Je vais finaliser ici dans les prochaines minutes, et après, on continue notre débat jusqu'à minuit ce soir sur les conflits. Vous avez exactement touché du doigt la différence entre les deux. Ce qui marche ou ce qui ne marche pas dépend de la direction. Ce qui ne marche pas, c'est quand on reste simplement dans l'affrontement. Il y a un affrontement, il y a un truc qui s'est généré. Si on s'y confronte et on reste, on bute,
ça va jamais fonctionner. Et donc vous pouvez utiliser toutes les phrases que vous voulez, essayer de convaincre, résoudre la question. Tant que vous êtes dans cette optique-là, la plupart du temps on va buter, on va pas résoudre la dispute. Et toutes les phrases qui fonctionnent, toutes les stratégies qui fonctionnent sont celles qui ouvrent un autre espace. Et c'est pour ça que le « et si on allait manger quelque chose ensemble », s'il est bien dit avec le bon ton de voix et que l'autre accepte de rentrer, c'est pas parce que vous ouvrez l'autre espace que ça va marcher tout de suite. Toutes les phrases que vous avez mis qui fonctionnent ne fonctionnent pas forcément tout de suite. Mais c'est le début de la solution. Vous êtes dans la bonne voie. Parfois, il faut continuer. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, un jour, une semaine. Ça dépend de l'intensité de la colère de l'autre. Ça dépend pourquoi il est fâché contre vous. Si vous avez fait vraiment quelque chose qu'il considère impardonnable, on va aller dîner, allons dîner, vous allez devoir répéter cette attitude pendant très longtemps. Mais sur beaucoup de situations, le fait que vous posiez les armes et ouvrez quelque chose, c'est toujours la clé du succès. Pas forcément immédiat à nouveau, mais c'est toujours la clé du succès. Et à l'inverse, toutes les attitudes de confrontation, on reste connecté au problème et on ne cherche pas la solution, sont en général dramatiques en termes d'affrontement. Et donc je vous ai fait ici une petite programmation pour le succès en termes de sortie de conflit, qui est le source d'une dizaine d'années d'échecs et de réussites, qui m'ont fait systématiser ça, et aujourd'hui c'est devenu très inconscient. Première chose, sortir de l'affrontement. C'est-à-dire que je me pose aucune autre question si j'y arrive. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais quand j'y arrive à dénouer les affrontements, mon seul mindset, c'est de sortir de l'affrontement et rien d'autre. Je ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas à ceci, je cherche à rien d'autre qu'il y a monté, on va chercher à descendre. C'est la seule chose que j'ai en tête. À des moments où je sens que pour moi, ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me touche tellement. C'est tellement quelque chose qui me pèse, qui est désagréable pour moi. La seule chose que j'ai en tête au moment où ça commence à monter, où on est dans la dispute, si j'arrive à enclencher le bon mode, c'est simplement de sortir de l'affrontement. Et rien d'autre. C'est pas de résoudre le conflit, c'est pas de dire quoi que ce soit, c'est pas d'essayer de prouver, c'est pas d'éduquer l'autre, c'est rien d'autre que juste ça. Il y a tension, comment on sort de la tension? Où est la porte de sortie? Ce qui fonctionne extrêmement bien pour moi est la même chose que Dieter a donné tout à l'heure. Aller dans une autre pièce. Pour moi, si c'est monté, je sens que je suis touché personnellement, je ne vais pas réussir à faire comme Caro, d'immédiatement arriver à avoir la tuile. Si je suis touché, si je commence à monter moi aussi, si je sens ça à l'intérieur de moi, immédiatement, j'ai pris l'habitude de changer de pièce, voire éventuellement même de sortir du lieu, pendant le temps dont j'ai besoin. Ça peut être 5 minutes si j'ai pris le truc au démarrage, ça peut être une demi-heure si c'est plus intense. Ça peut être 2 heures si vraiment, là c'est une fois peut-être tous les 2-3 ans, si l'autre m'a dit un truc incroyable, peut-être avoir besoin de plusieurs heures ou un jour, 2 jours si vraiment ça a été trop fort. Mais la plupart du temps, déjà les quelques minutes dans une autre pièce vont pour moi fonctionner. Après, il faut que vous fassiez les astuces qui fonctionnent pour vous. Pour moi, c'est extraordinaire parce qu'en effet, quand je vais revenir, comme l'a décrit Dieter, je vais être dans un tout autre état pour sortir du conflit. Mais à nouveau, ma programmation, c'est toujours la même. C'est pas revenir pour lui dire ses 4 vérités. Je me sens mieux. Je reviens pour désamorcer. Donc, premier élément, je sors de l'affrontement. Déjà, j'essaye de plus être dedans. Je renchéris pas pour reprendre mes esprits, éventuellement dans une autre pièce. Et ensuite, mon seul mindset, quand je reviens sur le lieu de la bataille, je reviens sur le ring, c'est de défaire l'opposition. Et là, ça va marcher, tout ce qu'on a dit avant. Et si on avait dîné, comment tu te sens? Pour moi, ce qui fonctionne extrêmement bien avec les gens proches, c'est de les prendre dans les bras. Ça dépend là du conjoint, ça dépend. Prendre dans les bras physiquement ou symboliquement, en gros, ce que vous devez faire. Très souvent. Avec un collègue, parfois, on n'a pas la proximité pour le prendre dans les bras. Sauf si c'est un autre professeur de la méthode de Rose. Là, ça fonctionne. Si vous avez des collègues classiques, parfois, vous n'avez pas cette possibilité-là. Mais ça peut être symboliquement, qu'ils se sentent pas en opposition, que vous n'êtes pas son ennemi. Là, on ne résout pas les conflits anciens, profonds, etc. On résout les affrontements aujourd'hui. On verra les conflits profonds dans les prochaines semaines. Donc, défaire l'opposition par tous les moyens. Là, il faut faire preuve d'inventivité. Ce qui va fonctionner un jour ne marchera pas le lendemain. Le « on va dîner », si vous l'avez utilisé la veille, il ne remarche pas forcément le lendemain. Si vous avez déjà dîné, il ne marche plus en plus.
Donc il faut faire preuve d'inventivité. Si ça ne marche pas de toucher l'autre ou de le prendre dans les bras, une solution c'est d'être à quelques mètres et de jeter des chocolats. Pas jeter dans la tête. Mais de montrer à nouveau, je vous donne des exemples. Au passage, les chocolats, ça peut très bien marcher. Hein, si vous savez que l'autre aime les chocolats. En fait, c'est trouver tout ce qui va montrer à l'autre que vous n'êtes pas en opposition. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? En fonction de l'état émotionnel de l'autre, soit il va tout de suite accepter la trêve ou la paix, soit il va bouder. Il va se mettre, je veux continuer, je veux rester dans le conflit. Et là, c'est une question de patience. Vous êtes sûr de gagner si vous êtes suffisamment patient. C'est là que c'est difficile. C'est là que ça va vous toucher. Vous allez avoir envie, vous aussi, éventuellement revenir dans le conflit. Mais si vous maintenez votre cap suffisamment longtemps, il n'y a quasiment aucun conjoint qui résiste. Si vous n'êtes pas en opposition. Alors après, à nouveau, je ne résous pas les conflits. On n'est pas des marabouts. On ne résout pas le conflit ancien, etc. Il peut y avoir d'autres questions en jeu à résoudre, par ailleurs. Mais en tout cas, le moment d'affrontement, la stratégie qu'on a donnée ici, il n'y a rien qui y résiste. Si vous êtes capable de la maintenir suffisamment longtemps, l'autre ne va pas rester en colère s'il n'y a pas d'opposition. Il peut avoir des choses à résoudre plus tard, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on va les résoudre. S'il y a colère, s'il y a émotion, ce n'est pas à ce moment-là qu'on résout nos problèmes de couple, ce n'est pas à ce moment-là qu'on résout nos problèmes avec nos collègues, parce que sinon vont partir des choses dramatiques, désastreuses. Donc le seul objectif, défaire l'opposition à ce moment-là. J'ai bien mis le 4, persister, parce qu'il faut tenir le temps nécessaire pour que l'autre ne soit plus dans l'émotion. Et le 5, c'est pour que vous célébriez la victoire, mais silencieusement. Il ne faut pas montrer à l'autre que vous êtes trop content qu'il soit sorti, parce que l'autre n'a pas envie, quand il boude, remarquez que pour vous-même, quand vous boudez, vous n'avez pas envie de continuer à bouder. Vous êtes très content que l'autre vienne vous chercher. Mais vous ne voulez pas sortir trop vite parce que ce serait un désaveu de votre propre colère d'une certaine façon. Donc on est là, on fait la tête, on est enfant, on fait la tête, les parents sont là, on est très content qu'ils soient là, on ne veut surtout pas qu'ils s'en aillent, mais on montre comme si on ne se rendait pas compte qu'ils sont là. Donner une porte de sortie, proposer un... Donc en effet, parfois il faut donner une porte de sortie où l'autre ne perd pas la face. Et lui montrer que... Mais au passage, même quand l'autre connaît vos astuces, parce que ça m'est arrivé d'utiliser ces astuces avec des gens qui avaient suivi mes ateliers, même quand il les connaît, si c'est sincère, ça va fonctionner. Oui. Si c'est sincère et que vous êtes le sincèrement désolé, quand il est sincère, le fait vraiment de vouloir sortir, ça va fonctionner. Et après, pourquoi je dis qu'il y a une sensation de victoire? Parce que c'est extraordinaire d'avoir réussi à sortir d'un affrontement qui auparavant vous aurait pris une soirée d'engueulade, une fatigue le lendemain. On a tous les conséquences de conflits, d'affrontements mal gérés. Donc quand vous arrivez à les gérer dans un temps plus court, la sensation de gain, elle est extraordinaire. Je vais vous donner ici le défi pour la semaine prochaine et après, à nouveau, on essaye dans ce module de finaliser un peu à l'heure pour que vous puissiez gérer aussi votre temps. Et après, autant de questions et de débats sur tout ce que j'ai posé ici. Donc le défi pour la semaine prochaine, c'est de compter le nombre d'affrontements que vous avez quotidiennement. Et si on n'en a pas? Si vous n'en avez pas, vous marquez 0. Mais allez vraiment dans le détail, c'est-à-dire que un affrontement, ça peut être une micro... Si vous en avez très peu, allez dans le micro-affrontement. Le petit moment où vous avez regardé méchamment la petite vieille qui vous a poussé dans le bus. Il y a quand même le moment où vous auriez eu envie de lui dire ces 4 vérités. Si vous n'avez pas à nouveau de gros affrontements... Quand on prend le métro, c'est difficile. Quand on prend le métro, c'est difficile justement, mais c'est un bon moment pour aller poser ça. Mais le but n'est pas... On ne va pas comparer les chiffres entre nous, puisqu'à nouveau, ça dépend où vous mettez le curseur. D'une certaine façon, des débuts d'affrontement, on en a tous. Donc mettez le curseur là où vous voulez, mais vous allez gagner en conscience tous les jours en notant le nombre d'affrontements que vous avez. Vous pouvez noter 0 si vraiment vous avez eu la journée extraordinaire, ou vous pouvez noter 0. Et juste après ça, comment j'aurais pu les éviter sans me réprimer? À nouveau, vous avez vu, c'est toute la question. C'est pas juste les éviter sans rien dire, sinon c'est trop facile. On va avoir aucun affrontement dans la semaine. Si on dit rien, on ferme notre bouche, on ferme nos épaules, notre cœur, on ne dit rien à personne. On n'a pas d'affrontement. Mais comment j'aurais pu éviter cet affrontement sans me réprimer? Et vous nous racontez comment ça s'est passé
à la fin de la semaine. Donc c'est notre défi toute la semaine, jour après jour, de faire un petit bilan. Si vous avez oublié un jour, vous pouvez vous souvenir de ce qui s'est passé la veille, c'est pas un problème, mais le plus régulièrement possible. Et sur les moments d'affrontement, de les noter, de se dire ok, comment j'aurais pu mieux faire. Donc ça c'est notre défi. On se voit donc la semaine prochaine sur les jeux de rôle pour bien communiquer, que j'ai rebaptisé d'ailleurs, j'aurais remis un autre titre ici en bas qui va être de voir les 4 niveaux. J'ai mis le nouveau titre ici, les 4 niveaux de conflit et les jeux de rôle. Donc on va voir aux différents niveaux de conflit qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les outils qu'on a. Donc aujourd'hui on a beaucoup vu l'affrontement et cette question la plus profonde qui est comment on répond à l'agressivité. Et la semaine prochaine, quelles sont les mécaniques des conflits, comment je peux en sortir, etc. On continue à avancer. On aura encore la semaine d'après, sur être heureux, avoir raison, on ira encore plus loin sur cette question de conflit, se mettre à la place de l'autre, de transformer tout ça. Donc on a 3 ateliers ici, donc on a du temps pour travailler sur ce sujet.